Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui te donne les clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Françoise Chardon qui va venir nous parler d'aromathérapie et de réflexologie pour soutenir le cycle. Et nous parlerons aussi un petit peu de conception et de ménopause puisque ça s'y prête assez bien avec le thème d'aujourd'hui. Bonjour merci Estelle, d'être là. Merci de m'avoir invitée. Je te propose de commencer par te présenter. Oui. Tu veux bien ? Alors, donc moi je travaille sur Sierre, j'ai un cabinet de thérapie à Sierre. Et puis je suis pas arrivée tout de suite dans ce créneau-là. J'ai commencé par une école de commerce, comme beaucoup de gens bien sûr. Et puis par contre je savais très bien que mon idée c'était de travailler avec les gens, pas du tout derrière un bureau et ça. Donc j'ai fait un apprentissage de coiffeuse. Bien sûr qu'en étant coiffeuse, on masse les têtes et ce genre de choses. Et puis, je me suis dit, tiens, ça me parle, en fait. Par contre, j'avais de la peine à me projeter sur des gens, comme faire des massages et ça, à me projeter sur les gens. Je pense qu'à un moment donné, j'avais juste besoin d'une sorte d'ancrage. Et puis, c'est pour ça que je suis partie sur la réflexologie plantaire. Et en faisant de la réflexologie plantaire, en fait, je me suis rendu compte qu'on va travailler quand même sur tout le corps, sur beaucoup de thématiques, en fait, et j'ai trouvé ça juste hallucinant de dire je travaille sur les pieds, et puis en fait, c'est une répercussion de la tête aux pieds, finalement. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en réflexologie, et puis après, bien sûr, de fil en aiguille, des massages, drainage de la fatigue, j'ai fait pas mal de cours d'aromathérapie aussi, qui m'aident à, en fait, c'est une aide en plus pour certaines pathologies. Après, on entend bien, et la réflexologie et l'aromathérapie, ça reste quand même des thérapies alternatives. On ne pose pas de diagnostic, on n'est pas des médecins, on va juste suppléer ou donner des aides lorsqu'il faut, quoi. Merci. Et comment toi, vu que c'est quand même un podcast autour du cycle menstruel, comment toi, tu as vécu pendant toutes ces années ton cycle menstruel ? Eh ben, à l'époque, c'était déjà pas mal tabou, donc on en parlait assez peu. En plus, moi, j'ai énormément de différences avec ma maman, donc il y a même une génération entre deux. Donc, je te dis pas que c'est pas chez elle que je me suis tournée, c'est plutôt les copines et ça. Et puis, bien sûr que problème, douleur menstruelle, comme d'hab, mal au dos. Moi, j'avais pas mal de céphalées aussi, énormément. Donc, des nausées. Et à l'époque, en fait, t'as pas grand-chose. Entre guillemets, la seule chose qu'on te dit, tu te lèves, t'y vas, puis ça passera, quoi. Donc, autant te dire que ça n'a pas toujours été très, très simple. Après, avec les grossesses et ça, tu dis, super, et quand j'ai pas les règles, tout va bien, je me sens mieux. Ça revient droit derrière, bien sûr que, voilà. Et puis après, moi, j'ai eu une ménopause précoce suite à une opération. Et là, par contre, j'étais déjà un peu dedans. Donc, en fait, je me disais, je vais pouvoir m'aider avec l'aromathérapie. Alors, pas tout non plus, pas justement. Il y a des huiles essentielles que je ne peux pas utiliser, justement, parce qu'elles ont des hormones, entre guillemets, presque la même chose que en fait, si tu dois prendre un truc hormonal pour les bouffées de chaleur, les trucs comme ça, certaines, tu peux pas les utiliser. Donc, j'ai dû faire un petit peu, même pas mal attention à ce genre de choses. Mais ça m'a quand même aidée. Et puis, en fait, j'ai remarqué qu'en travaillant sur certaines parties de mon pied, ça pouvait aussi m'aider. Donc, voilà, je me suis mise comme ça et ça m'a soulagée. Puis maintenant, tout ça est un petit peu derrière moi quand même. Donc, ça va bien. Mais en ayant ces problématiques, tu te dis, voilà, comment je pourrais aider dans mes thérapies les gens. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai été chercher, j'ai été voir comment, et puis ça donne des résultats, puis tu dis, c'est chouette quand même. Oui, des fois, c'est presque un avantage quand on est dans la thérapie d'avoir des problématiques soi-même, parce qu'en essayant de les résoudre et de se soulager, ça nous permet de faire des recherches, et puis après, ça nous donne envie de transmettre ce qui nous a aidé, nous, de pouvoir le transmettre aussi plus loin. Oui, tout à fait. Et puis, en pouvant dire, je l'ai expérimenté, et je sais que ça peut, dans certains cas, fonctionner, aider, etc. C'est vraiment intéressant. Je te remercie pour ton partage. Du coup, on va pouvoir aborder un petit peu plus en détail la réflexologie et l'aromathérapie. Donc, voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques
Surtout là déjà pour parler de la réflexologie, d'où est-ce que ça vient, comment ça s'est répandu chez nous, et puis aussi pourquoi, si peut-être certaines personnes ne connaissent pas du tout, plutôt comment les pieds peuvent aider à soulager des problématiques qui sont ailleurs dans le corps. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ses pieds quand on a un problème de santé. Alors vraiment pas. On pense plutôt que ça nous aide, ça nous porte, ça nous fait aller d'un point à un autre, ça c'est très bien. C'est ça. Alors en fait, la réflexologie, ça date d'il y a pas mal de temps. On en retrouve déjà il y a quasiment 12 000 ans chez les Incas. En fait, on en a retrouvé des dessins et c'est comme ça qu'ils ont remarqué qu'ils se touchaient effectivement les pieds. Donc, probablement pour soulager, parce qu'en fait, en plus, dans les dessins, même chez les Égyptiens aussi, c'était des médecins. Donc, en fait, c'était dessiné des médecins qui touchaient les pieds, ça. Et puis, chez nous, par contre, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu par un médecin américain au XXe siècle qui était aussi secondé par une femme qui était ostéo et physio. Et puis, elle a amené ça en Europe. C'est Eunice Ingham. D'ailleurs, la cartographie des pieds, ce qu'on appelle la cartographie des pieds, c'est-à-dire à quoi correspond telle partie des pieds, c'est elle qui l'a mise en place. Pour ici. Après, moi, je travaille. Il y a différentes méthodes de réflexologie. Alors, elles sont bien toutes. Ça dépendra de la personne, ce qu'elle va préférer, quoi. Après, ça, c'est sûr que une personne, elle va peut-être préférer la méthode Ingham, une autre, celle que j'utilise. Et ça sera en fonction des sensibilités de la personne. Hein. C'est pas forcé que. Enfin, c'est pas parce que moi j'utilise une telle méthode que c'est la meilleure, loin de là. Hein. Toutes sont bien. Après, moi, je travaille en fait en méthode traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que je vais travailler sur la partie physique du corps. Donc, je vais regarder les problématiques qu'il peut avoir au niveau physique de la personne. Et puis, je vais aussi mettre en lien avec une partie énergétique, comme donc beaucoup de thérapies asiatiques qui travaillent comme ça. Et puis, avec ça, je vais travailler sur l'énergie, parce que des fois, c'est des énergies qui bloquent et qui font que voilà, il y a telle ou telle pathologie qui peuvent ressortir ou telle douleur. Après, sur les pieds, effectivement, si je retrouve là. Donc ici, ça c'est sur nos pieds, on a différentes zones, vraiment du début à la fin. On a tous les organes et les nerfs et ça qui passent. Donc, en fait, si on va toucher, par exemple, le haut des pieds, tout ce qui est les orteils et ça, on va tomber sur tout ce qui est la tête, les sinus et aussi toutes les glandes, dont l'hypophyse qui sera hyper importante dans les problèmes de cycle et ça. Après, au milieu, ça va être la cage thoracique. Bon, bien sûr, il y aura les poumons, le cœur. Enfin voilà. En fait, c'est vraiment en fonction des parties de notre corps, quoi. La partie du haut, c'est comme chez nous, la tête. La partie ici, c'est poumon, cœur. Ici, ça sera tout ce qui est bassin, partie urogénitale, et puis après les jambes. Et voilà. Et ça, comment dire, pour avoir fait cette cartographie des pieds, est-ce que c'est... comment on explique que certaines zones du pied, elles sont associées à certains... Alors, en fait, ils ont testé que, en fait, en appuyant, en allant vraiment toucher certaines zones, ça avait une répercussion ailleurs. Et puis, à la longue, ils ont vraiment remarqué que c'est comme tu as aussi des nerfs qui passent, entre guillemets, qui partent de très haut et qui vont très bas. C'est la même chose, et aussi au niveau des méridiens et ça. Donc en fait, si tu vas toucher un endroit, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une répercussion qui était en corrélation avec, en lien avec ce que tu touchais. Et puis c'est comme ça que petit à petit, ils ont mis cette cartographie en place. Et puis que voilà, nous on a vraiment du coup la chance, c'est que tout est mis en place et puis on apprend vraiment là-dessus et on sait qu'on a à tel endroit, on va toucher tel organe, à tel endroit, on va avoir telle glande, à tel endroit, ça sera au niveau musculaire, voilà. Et quand tu dis toucher, c'est plutôt des pressions, plutôt des caresses? Alors, ça peut être des pressions. La méthode Ingham, par exemple, c'est en pression assez profonde. Moi, par contre, je travaille en reptation, c'est-à-dire que je vais vraiment passer comme ça, la main. C'est comme une reptation sur le pied, sauf certains organes qui sont en profondeur chez nous. Donc moi, je suis obligée d'aller les chercher. Sinon, je ne vais pas les trouver. Si je suis juste en surface, ça ne va pas aller.
Alors voilà, ça se passe comme ça, c'est vraiment de la répétition. Et puis en fait, on a aussi des mouvements qui vont faire qu'on va les travailler d'une certaine manière. Mais moi, c'est en général plutôt en douceur, pas vraiment en profondeur. Mmh. Ok. Et peut-être si on reste sur la réflexologie, est-ce que, puis qu'on en revient au cycle menstruel, comment tu utilises la réflexologie pour soutenir le cycle menstruel, que ce soit pour du syndrome prémenstruel, comme des douleurs par exemple, ou même comme aide à la conception? Comment tu vas utiliser la réflexologie? Alors, d'abord, de toute façon, moi, quelle que soit la personne qui vient, je vais commencer par une anamnèse. Donc, en fonction de ce qu'elle va me dire, la personne, je vais déjà essayer de cibler quelle est la problématique. Si c'est des douleurs, si c'est des céphalées, si c'est des règles trop abondantes, s'il n'y a rien qui se passe, et des choses comme ça. Et puis, avec ça, effectivement, je vais travailler. Alors, c'est clair que dans le cycle menstruel, on a l'hypophyse qui est hyper importante, donc les glandes. Moi, je vais travailler sur l'équilibre hormonal. Donc, je vais aller travailler sur des glandes qui vont permettre justement, soit parce que peut-être elles sont un peu trop productives ou passer un peu fainéantes par moment. Ça peut arriver pour X ou Y raison dans la vie d'une personne, voilà. Donc, en fait, on va aller, entre guillemets, lui donner une certaine impulsion. C'est ça qui va se passer. C'est qu'on va lui dire, écoute, faudrait peut-être que tu travailles là. Et puis, cet envoi va avoir la répercussion sur la glande donc le cerveau va se mettre en route en disant « Ah bah ouais, il faut que je me mette en route, il faut que je travaille plus ou moins, ou apaiser ou augmenter le débit. » Donc, je vais travailler comme ça. Après, si c'est des tensions au niveau du dos, du bassin, ça sera plutôt au niveau physique. Donc, je vais travailler sur le physique de la personne. Après, il peut avoir aussi... ça peut être aussi une gestion de stress, bêtement, parce qu'on sait très bien que le stress agit vraiment sur les cycles menstruels. Donc, ça peut être un problème de stress. Après, le stress, c'est quoi? Le sommeil. Ou c'est qu'il est bancal, par exemple. Donc, je vais poser la question, parce qu'on a une rouille énergétique qui fait que à telle heure, c'est peut-être le bois. Donc, en fait, il y a des ministres par rapport au bois, donc à l'énergie du bois. À telle heure, ça peut être le métal. Il y a aussi des ministres. Et là, voilà, on va aller regarder ça et puis regarder en fonction des heures, qu'est-ce qu'on pourrait aller travailler ou pas. Et puis, après, il y a aussi la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Vraiment. Voilà, exactement, où on va travailler. Parce que moi, en fait, je vais travailler sur les systèmes du corps. Donc, en fait, chaque fois qu'elle va me parler, je vais me dire, ah, ok, là, il y a quelque chose qui ne joue pas, c'est tel système. Tel système correspond pour moi à, soit, par exemple, au niveau du sommeil, soit à un élément. Donc, quel élément est bancal? Et puis après, il y a aussi tout ce qui est circulation énergétique. Alors voilà, donc moi d'abord, je vais commencer par le physique, en touchant tout ça, et après par le côté énergétique pour essayer de débloquer ce qui pourrait être simplement entre guillemets, de l'énergétique. Voilà. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant avec toutes ces médecines traditionnelles, c'est qu'il y a toujours une prise en charge vraiment globale de la personne, voilà, le physique, l'émotionnel. Voilà. On va essayer de regarder dans la globalité de la personne et pas seulement... En fait, ce qu'on essaie de rechercher, c'est pas la conséquence du problème, c'est la cause au départ. Qu'est-ce qui a pu engendrer qu'il y a telle ou telle problématique? Ok, super intéressant. Je reviens juste sur l'hypophyse, vu que t'en as parlé plusieurs fois. Oui. Si tout d'un coup il y a des personnes qui se demandent quel est le rapport avec le cycle menstruel. Donc l'hypophyse, c'est vraiment un peu comme le chef d'orchestre du cycle. Et puis elle est très importante. Elle va sécréter notamment 2 hormones vraiment importantes dans le cycle, qui sont la FSH et la LH. La FSH qui intervient au début du cycle menstruel pour venir stimuler les ovaires, et puis la LH qui va ensuite permettre l'ovulation. Tout à fait, ouais. Donc c'est pour ça que quand il y a un déséquilibre hormonal, aller voir comment fonctionne l'hypophyse, ça peut être vraiment pertinent. Ouais. Je te remercie. Et au niveau de certaines pathologies qu'on peut rencontrer dans le cycle, je pense par exemple à l'endométriose, au syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que la réflexologie peut contribuer à soulager en parallèle d'autres choses? Oui, parce qu'en fait, souvent, les gens qui ont de l'endométriose ou justement le syndrome des ovaires polykystiques, ils ont aussi des douleurs.
Donc déjà, alors au niveau des douleurs, on peut calmer parce les douleurs sont des inflammations. Donc en fait, on va essayer de couper, et dans la mesure du possible, on va arriver à couper ces inflammations. Donc déjà ça, si déjà tu n'as plus de douleur, c'est déjà un bon point. Voilà. Après, c'est aussi des gens qui ont souvent aussi des troubles digestifs. Donc voilà, on peut aussi travailler à ce niveau-là pour de nouveau calmer, réguler le système digestif qui peut permettre aussi à cette énergie de passer et puis des fois de calmer. Après, c'est sûr que moi, je travaille pas mécaniquement sur la personne, donc c'est-à-dire que je vais pas pouvoir lui enlever son endométriose, elle va devoir aller plus loin. Moi, c'est juste vraiment dans tout ce qui est la répercussion de ces pathologies que je vais pouvoir travailler. Après, souvent, ils ont aussi des perturbations au niveau des humeurs. Souvent, il y a de l'anxiété, des dépressions qui peuvent arriver, où on peut aussi aider de nouveau dans le stress calmé, dans le sommeil calmer les anxiétés, ce genre de choses. Mais c'est vrai que, entre guillemets, la personne qui a des ovaires qu'il faut les enlever, on va pas pouvoir toucher, elle va devoir de toute façon aller chez un gynécologue. La seule chose, c'est vraiment où je vais travailler, c'est sur les effets secondaires de ces pathologies, mais qui vont engendrer sur la personne même un mieux-être. Et des fois aussi, ça peut calmer certaines choses et éviter que ça revienne, parce que ça va calmer. Mais ça ne va pas couper totalement ou quoi que ce soit. Faut aussi, c'est des gens qui sont quand même suivis. Et puis comme moi, je ne pose pas de diagnostic, quand elles arrivent, elles savent aussi pourquoi elles viennent, donc ce qu'elles ont. Donc moi, en sachant ce qu'elles ont, je vais vraiment aller cibler les effets secondaires. Parce qu'après, en travaillant justement sur l'arbre endocrinien, sur les zones réflexes des muscles au niveau bassin, lombaire, genre de choses, troubles digestifs, qualité du sommeil, voilà, ça peut beaucoup aider. Et si la personne est beaucoup plus calme, qu'elle a moins de douleur et ça, effectivement, soit le travail du médecin, soit le travail d'un autre thérapeute est accentué. Donc, ça peut aller vers une guérison ou en tout cas un bien-être dans sa vie de tous les jours. Oui, et de toute façon, surtout, alors peut-être toutes les maladies, mais en tout cas les pathologies du cycle, c'est rarement une cause. En général, c'est quelque chose de multifactoriel avec une espèce de cercle vicieux des problématiques. Donc, de toute façon, ce sera pertinent de travailler sur différents angles. Et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément toujours des effets secondaires de certaines problématiques qu'on devrait aussi toujours prendre en compte, parce qu'une endométriose ou un SOPK, ça va avoir un tel impact sur la vie de la personne, surtout quand c'est très marqué. Que ça vaut la peine d'aller vraiment prendre soin de la personne sur tous les plans. Mais tout à fait, parce qu'en fait, c'est souvent plus les effets secondaires qui sont impactants dans la vie de tous les jours que la maladie en soi, finalement. Oui. Parce que souvent, elles se plaignent des effets secondaires. Donc, c'est ça qui est bien, de pouvoir aller essayer de calmer, soulager, apaiser, voilà. Oui, et puis j'aime bien le fait que tu insistes sur le stress et les émotions, parce que c'est vrai que pareil, dans la plupart des problématiques du cycle, mais quand on fait l'anamnèse de la personne, il y a toujours du stress qui ressort. Et puis c'est vrai que le stress, mais même il a vraiment un impact au niveau de la fertilité, souvent, des fois même, on remarque que les gens, quand ils arrivent à pas en fait cogiter sur le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, s'ils arrivent à lâcher prise d'une certaine façon, des fois ça vient. Donc on remarque quand même que le stress a un impact énorme sur ce genre de choses. Mais bon, après, on comprend tout à fait, c'est difficile de lâcher prise sur certaines choses quand c'est quelque chose qui est soit impactant dans ta vie de tous les jours, soit qui te fait mal, soit évidemment, oui, qui te fait mal au niveau de la tête parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant, puis c'est tellement compliqué parce que tu en veux tellement. Enfin voilà, c'est difficile après de lâcher prise de tout ça, puis de se dire ok, je mets de la distance, j'y vais tranquillement, mais non. Oui. C'est ça qui est aussi d'aller expliquer aux gens, bon voilà, on va essayer de poser les choses. Mais des fois aussi, moi ce que je remarque, c'est que finalement, rien que le fait de venir chez des thérapeutes où on prend le temps de les écouter, ça pose tellement de choses des fois que finalement, entre guillemets, elles arrivent, les personnes arrivent aussi à se dire ok, j'ai ça, mais finalement
j'arrive à vivre avec. Il y a des choses qui peuvent se faire. Je peux calmer le jeu et c'est des fois presque... Enfin, en tout cas, c'est vraiment le début de la guérison, entre guillemets, quoi. Oui. Ouais, le mental, il joue un rôle énormément. Et du coup, je rebondis, comme tu as parlé du désir d'enfant. Est-ce que, du coup, la réflexologie, elle peut aussi s'utiliser dans d'autres étapes de sa vie de femme? Alors, au niveau de la fertilité, ça pourrait... Alors, il y a eu des études qui sont faites. Il y a des médecins qui sont en train de travailler, alors pas chez nous, en France un peu plus, avec, enfin peut-être chez nous aussi, mais en fait, je n'ai pas vu encore d'études là-dessus, mais avec des réflexologues, parce qu'en fait, des fois, ce qui peut arriver, c'est des trompes bouchées, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Mais ça peut être aussi une question d'énergie, et c'est ça qui fait que ça ne passe pas, que ça bloque. Après, des blocages dans la tête, justement. Et le fait de travailler en réflexologie, comme on travaille sur les ovaires, on travaille sur les trompes, voilà, ça peut, des fois, débloquer certaines choses, et puis, voilà, pouvoir avoir des enfants derrière. Et ça, ça, en tout cas, ça tend vers ça. Ça peut être faisable. Après, ça ne va pas tout régler non plus, de nouveau. Il y a des pathologies qui sont un peu plus compliquées que ça et plus complexes de toute façon. Maintenant, moi, en tout cas, c'est sûr qu'à mon âge, j'ai un petit peu plus, je dois dire, des gens qui ont des problématiques. Alors, l'endométriose, j'en ai plusieurs, des jeunes qui ont ces problèmes-là. Après, j'ai aussi beaucoup de gens en ménopause. Mm-hmm. Et là, alors moi, je vais travailler sur les bouffées de chaleur, justement, sur le sommeil, sur l'humeur, parce que ça impacte aussi énormément, du fait que tes œstrogènes tombent. C'est hyper impactant. Et il y a des gens qui peuvent être, entre guillemets, mais ça leur bouffe la vie, mais ça bouffe aussi la vie de leur famille. Hein. Si tu dors pas, t'es mauvaise, mais comme tu as encore ces problématiques qui arrivent, tu seras d'autant plus de mauvaise humeur, et puis après tu t'énerves contre toi-même parce que justement tu dis mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Enfin voilà, ça peut être hyper compliqué à vivre quand même. Et là, alors effectivement, on peut travailler sur les bouffées de chaleur qui peuvent se calmer, que ce soit en journée ou la nuit. Donc de nouveau, le sommeil qui est important. Le stress, calmer, sur les anxiétés, sur voilà, l'humeur et ce genre de choses. Ouais. Mm-hmm. Et puis j'imagine, là je reviens sur la conception que tu peux aussi avec la réflexologie travailler sur le système circulatoire. Oui, ouais. Circulatoire, lymphatique. Mm-hmm. En fait, on peut aussi dégager parce qu'effectivement, des fois, c'est... Oui. Des fois, ça, c'est ce qui est une faiblesse là-dedans, voilà. C'est ce qui va freiner l'implantation de l'embryon, ce qui va faire que ça va pouvoir bien se développer. Ok, ouais, super intéressant. Oui, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon assez complète. Alors oui, alors la réflexologie, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser des enfants aussi. Alors c'est clair. Après, la seule contrainte, ça sera le temps, parce que sur les enfants, on va pas travailler autant longtemps que sur une personne. Mm-hmm. Et puis après, comme moi, je vais toucher en fait tous les systèmes et puis les énergies. C'est hyper vaste, quoi. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas que dans ce domaine-là, mais ça peut être assez large aussi. Et puis ouais, ça peut être des personnes jusqu'à... Même des personnes âgées, et ça, tout simplement parce que déjà, la personne âgée, rien que de les toucher, ça va les calmer, ça va les relaxer. Et puis après, c'est aussi une prise en charge de la personne. Des fois, moi, je me dis, rien que la personne qui vient, elle se dit, on me prend en charge. Mm-hmm. C'est un soulagement. Oui. On prend en compte aussi ma problématique, ce qui est aussi un soulagement. Mm-hmm. Et puis du coup, voilà, ça peut... C'est des fois, c'est aussi rien que ça qui va dégager quelque chose dans tout le reste. C'est ce que tu disais avant. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, maintenant, si on fait peut-être un petit pointage sur l'aromathérapie, vu que c'est aussi quelque chose que tu aimes utiliser. Ma première question, ça serait déjà, quelle est la différence entre aromathérapie et phytothérapie? Parce qu'on a une vidéo il y a quelques temps là-dessus. Alors, j'ai pas regardé ta vidéo, celle-là en tout cas, mais par contre, alors, je sais pas ce qu'elle en a dit, je pense qu'elle est beaucoup... Elle était elle disait de la phytothérapie. Voilà, elle est droguiste, donc de toute façon, elle est beaucoup plus à même. Nous, la seule chose, c'est qu'en fait, c'est des deux thérapies qui sont distinctes. Elles utilisent toutes les deux des huiles. La seule différence, enfin des plantes en fait. La seule différence, c'est que l'aromathérapie, c'est par distillation. En fait, les huiles qui sont tirées de ça, c'est par distillation. Après, je crois que la phytothérapie, ça va plus au fond
ce serait vraiment pour, entre guillemets, un nettoyage de fond, réellement. L'aromathérapie, ça serait peut-être plus pour des choses un peu plus précises et puis pour quelque chose un temps réduit, en fait. On ne va pas l'utiliser sur un très long terme. Donc, c'est vraiment pour des choses, je dirais, plus spécifiques et des temps réduits. En tout cas, moi, je l'emploie comme ça. Oui. Et puis après, si tu veux aller travailler sur un problème plus de fond ou que tu connais la problématique, ça a réglé un petit peu le problème, tu vas aller faire un nettoyage de printemps, entre guillemets. Je pense que la phytothérapie serait probablement plus adéquate, ouais. Ok. Et donc dans ce que tu vas utiliser en aromathérapie, de nouveau toujours par rapport plutôt au cycle menstruel, est-ce qu'il y a des produits phares que tu vas souvent recommander? Comment tu travailles avec ça en fait? Alors après il faut juste faire très attention parce qu'en fait, alors il y a des huiles qui sont entre guillemets, il faut faire attention. Alors parce que soit elles peuvent interagir si tu prends des médicaments ou des choses comme ça. Donc ça, il faut bien savoir ce que la personne prend et les problématiques. Il y a des médicaments qui sont beaucoup plus simples. Après, dans tous les cas, si la personne n'est pas sûre et puis qu'elle veut une aide, elle peut prendre de l'hydrolate. Au niveau hydrolate, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour les huiles, alors moi, si je dois aller prendre des huiles pour soulager, c'est clair que je vais prendre des huiles qui sont des huiles antalgiques, antispasmodiques, des huiles qui sont calmantes, qui sont relaxantes aussi, voilà, des choses comme ça. Et puis, je vais travailler avec ces huiles-là. Donc, il y a notamment la camomille romaine, par exemple, il y a le romarin verbenone, il y a l'estragon. Mais ça, il faut quand même faire un peu attention. La sauge aussi, qui est hyper bien. Alors, la sauge, c'est vraiment, entre guillemets, un peu l'huile essentielle du cycle. Maintenant, il faut de nouveau faire attention par rapport à ce qu'on prend, par rapport à certaines pathologies, par rapport à ce qu'on fait. Donc là, il faut aller vraiment chez un aromathérapeute si vraiment il y a un doute. Voilà. Ou il y a aussi des pharmaciens, des droguistes qui sont un peu spécialisés là-dessus, donc il n'y a pas de problème aussi. Voilà, donc moi je vais vraiment prendre des... Après, il y a aussi par exemple l'ilang-ilang qui est très bien, simplement des fois à passer sur un mouchoir et puis sentir. C'est en fait l'huile qui est l'huile du lâcher-prise, donc qui pourrait être aussi très très bien pour se relaxer avant d'aller de se coucher, ou si on sent qu'on est un petit peu anxieux, des choses comme ça par exemple, voilà. Après, après, dans les hydrolates, par exemple, ça, il y a pas trop de soucis. Alors, on peut donner aux enfants, aux adultes, même avec des pathologies. L'hydrolate, c'est bon. L'hydrolate, c'est quoi? C'est une version atténuée de l'huile essentielle? Alors, en fait, c'est quand tu fais de la distillation, c'est la vapeur d'eau qui reste sur l'alambic et qui récupère. Donc, effectivement, ça a des propriétés, mais qui sont quand même moins lourdes et moins importantes que certaines huiles essentielles. Après, il y a aussi la menthe poivrée qui est très bien. Aussi, par exemple, au niveau... par exemple, digestif, maux de tête et des choses comme ça que l'on peut avoir, notamment dans des cycles menstruels. Ça, c'est aussi une très belle huile pour les maux de tête. C'est vraiment très, très bien aussi, ou pour des douleurs digestives. La cannelle aussi, c'est très, très bien. Mais de nouveau, la cannelle, il faut faire attention, elle est des mots caustiques. Donc, il faut toujours, dans le doute, toujours mélanger de toute façon avec une huile végétale. Donc, oui, et puis éviter de se dire que comme c'est naturel, on peut utiliser comme on a envie. Non, alors il faut justement faire attention, ça reste des plantes, et puis il faut juste se dire que une aspirine, un dafalgan, n'importe quoi, même des chimios, c'est tiré à base de plantes. Donc, à un moment donné, il faut quand même faire attention, hein, c'est pas non plus anodin. Oui. Et puis j'avais entendu quelque part qu'il y a même certaines huiles essentielles qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, ce qui n'est pas idéal quand on a envie d'avoir un cycle menstruel. Voilà. Donc ça, justement, il faut vraiment que... Mais je dis après, c'est difficile de donner vraiment plein d'exemples comme ça parce que ça dépendra toujours de ce que la personne va rechercher et ce qu'elle veut. Alors moi, il y a des fois, je vais utiliser juste en appui et vraiment sur un temps limité, comme des fois, je vais même pas du tout utiliser en disant non, mais bon, on y va comme ça, puis on verra bien. Notamment, justement... si la personne, elle veut avoir des enfants, puis qu'elle a un cycle qui est un petit peu difficile ou des trucs comme ça, on va pas encore lui refiler certaines huiles qui peuvent faire l'effet contraire. Oui, ok, donc, oui. Et donc l'aromathérapie, toi, tu la conseilles plutôt sur des temps courts et vraiment des problématiques spécifiques, ou est-ce que les hydrolates, par exemple, ça peut se prendre, je sais pas comment dire, en cure un peu quotidienne? Oui, l'hydrolate, ça peut être pris en cure. Maintenant, une huile essentielle. Après,
de nouveau, si c'est une huile essentielle, si c'est pour se masser, parce qu'il y a des douleurs menstruelles et on a mal au ventre, quand on va se masser, donc tu peux te masser 3, 4, 5 jours, 10 jours que tu as besoin, il n'y a pas de problème. Oui. Mais de toute façon, tu vas arrêter après ces 10 jours-là, parce qu'en principe, voilà, le problème, il va se régler, entre guillemets, de lui-même, et jusqu'au mois suivant. Maintenant, si c'est certaines choses, oui, il y a des choses, c'est vraiment très, très spécifique. Ouais, moi, je garde dans des temps un peu restreints dans les huiles, oui. C'est vraiment des trucs ponctuels. Moi, je l'utilise comme ça, effectivement. Après, il y a des aromathérapeutes qui vont l'utiliser alors autrement. Mais ils sont aussi formés pour, et donc il faut aller chez eux, quoi. Oui. Et donc, par rapport aux utilités durant le cycle, donc tout ce qui va venir agir sur les douleurs, sur l'équilibre émotionnel, ça va être intéressant. Est-ce qu'on peut aussi utiliser certaines huiles pour améliorer l'équilibre hormonal ou pas spécialement? Parce que je sais que dans les plantes, oui, vraiment en phytothérapie, il y en a un certain nombre qui sont vraiment bien. Est-ce que dans ces huiles, il y a quelque chose? Oui, alors il y a effectivement, il y a des huiles qui vont pouvoir aider. Maintenant, de nouveau, par exemple pour la fertilité, ça, il y a la sauge, mais de nouveau, la sauge clarée, elle est assez difficile à utiliser. Donc, moi, dans le doute, je ne vais pas l'utiliser. De nouveau, je vais envoyer chez quelqu'un d'autre qui va probablement l'utiliser et des choses comme ça. Après, il y a aussi, par exemple, des déclencheurs de flux sanguin aussi qu'on peut utiliser. Mais de nouveau, ça, c'est vraiment je trouve que c'est des huiles qui sont quand même assez difficiles enfin, qui peuvent vraiment perturber, qui sont, moi, je trouve, à prendre avec des pincettes. Pour moi, en tout cas. Puisque moi, je n'ai pas une formation complète là-dessus. Donc, pour moi, je prends avec des pincettes. Et là, j'enverrai vraiment aussi de nouveau chez quelqu'un. Oui, il faut vraiment voir ça comme des médicaments un peu. Voilà, exactement. On ne prend pas tout le temps, on prend pas tout le temps, n'importe comment. Après, il y en a elles sont un peu plus légères. C'est pas grand-chose, effectivement, quoi. Elles ont aucun effet secondaire ou quoi que ce soit. Elles n'ont aucune contre-indication. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a certaines, quand même, à faire attention. Après, si je suis dans le doute, j'appelle un aromathérapeute, puis je l'explique, et puis voilà, puis comme ça, je peux, oui ou non. Ou alors, je dis même rien du tout, quoi, comme ça, le problème. Non, mais c'est vrai qu'après, à un moment donné, quand on sait, voilà, on peut pas tout savoir, du moment que moi j'ai un doute, je vais pas en parler. Je vais soit aller me renseigner, soit je me dis, je laisse de côté parce que pour moi, ça me parle pas, ou j'ai un gros doute là-dessus, et puis je vais continuer mon travail autrement. Oui. Ok. Et par rapport à ces huiles, pour la ménopause, est-ce qu'il y en a qui peuvent être utiles Alors oui, de nouveau, la menthe poivrée, la sauge, qui pour les bouffées de chaleur, ça c'est très bien. Après, par exemple, ce qu'on peut utiliser, c'est de l'hydrolat de menthe poivrée et de sauge à part égale, à boire. Tu mets une cuillère à soupe dans un litre d'eau, puis tu bois ça ta journée, et puis ça va t'apaiser tes bouffées de chaleur. Ça, pas de problème. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Et ça, tu peux y aller sans problème. Aucun risque. Mais c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant parce que ça aide. C'est quelque chose finalement de naturel et puis qui aide vraiment beaucoup plutôt que de prendre. En tout cas, moi, je dirais, avant de passer sur des hormones de synthèse, on peut peut-être essayer ça, quoi. Oui. Et puis peut-être aussi en relation avec la réflexologie, par exemple. Ça pourrait être une aide. Et puis, voilà, il y a des personnes, ça marche très bien comme ça. Après, il y a des personnes, c'est quand même plus compliqué. Et c'est vraiment, il y a des gens qui sont tellement impactés. Voilà, quoi. Après, moi, je me dis, s'il n'y a aucune autre solution, voilà, il n'y a aucune autre solution. Mais par contre, commencer peut-être d'abord par ça, voir comment, puis peut-être passer éventuellement, s'il y a lieu, plus loin. Puis sinon, tant mieux, quoi. C'est que c'est cool de pouvoir le faire juste comme ça. Oui, après, c'est vrai que les symptômes qu'il peut y avoir en ménopause, finalement, c'est comme les symptômes qu'on peut avoir quand on a des problématiques du cycle. Si le terrain il est sain, bien équilibré, les symptômes seront beaucoup moins impactants, beaucoup moins difficiles à vivre. Donc c'est vrai que si la personne qui arrive à la ménopause ou qui est ménopausée, elle a vraiment des difficultés à être bien dans sa santé, ça vaut la peine d'essayer d'aller travailler un petit peu sur le terrain avant de prendre des hormones de synthèse qui vont pas régler le problème, qui vont la soulager, ça c'est sûr, ça, c'est clair, mais qui vont pas améliorer ce qui pose problème dans sa santé. Et ça peut être pertinent si on a envie, si on a le temps, d'aller déjà juste essayer de rééquilibrer ce qui doit être équilibré, et parfois ça va suffire à améliorer les symptômes après. C'est ça. Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Exactement. Et puis après ça dépend
du temps, parce que c'est clair que, en fait, il faut un certain temps. Je ne suis pas une baguette magique, personne. Donc, en fait, en une fois, ça peut avoir une incidence. Mais souvent, c'est quand même compliqué en une fois, surtout si la personne, elle vient, puis que ça fait déjà 3, 4, 5, 6 mois que ça dure. Voilà, on va prendre plus de temps à ce niveau-là. Ou lors de cycles, si ça dure déjà depuis quelques années, voilà, il va falloir aussi prendre un peu plus de temps et donc plus de séances. Maintenant, si la personne, elle a du temps et qu'elle veut faire ce travail de fond, ça peut l'amener à quelque chose de plutôt sympathique et pas devoir prendre quelque chose d'artificiel pour passer outre certaines problématiques. Mmh. Oui, c'est important toujours de le rappeler. Par rapport aux personnes qui viennent te voir, est-ce que tu remarques ces dernières années des tendances au niveau des besoins ou des problématiques? Alors, moi, je dirais... Alors, j'ai eu pas mal des gens avec des endométrioses, effectivement, mais je pense qu'aussi parce que on en parle plus maintenant. C'est devenu quelque chose où, notamment, pas mal d'actrices ou de chanteuses, et ça, on en parlait. Et c'est devenu quelque chose qui s'ouvre, où la parole, elle est donnée aussi pour ces personnes-là. Et donc, du coup, là, j'en ai eu plusieurs, effectivement. Et puis, notamment pour la ménopause, parce qu'effectivement, c'est entre guillemets, perturbant d'avoir des hormones qui font un peu le yo-yo. Mmh. Et tout bouge. Aussi la prise de poids, souvent, ça s'accompagne beaucoup à ce niveau-là. Alors c'est clair que quand la prise de poids, moi je ne peux pas faire grand-chose à part réguler un peu les hormones pour stabiliser. Tant que ça, c'est pas stabilisé, c'est sûr que ça va aussi faire yo-yo au niveau de la prise de poids et ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est un truc où je travaille un petit peu plus ces temps-ci. Ouais. Mmh. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, tu penses que si c'est des situations qui se présentent davantage à toi maintenant, c'est qu'on en parle plus, ou tu as l'impression que c'est des problématiques qui sont plus présentes aujourd'hui ? Il n'y a pas forcément de réponse juste ou faux, mais non, alors, dans ton ressenti. Je sais pas. Alors la ménopause, bon, ça c'est pas plus présent ou moins présent. Mm-hmm. Moi, je pense surtout que les gens actuellement, ils osent plus aussi se tourner vers ce genre de thérapie. Mm-hmm. Et c'est aussi plus reconnu. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Avant, déjà, il n'y en avait pas ou peu. Mm-hmm. C'était pas très reconnu. Et du coup, c'était aussi difficile de se dire, je vais voir quelqu'un comme ça, parce qu'en fait, tu ne savais même pas ce qu'il faisait. Mais non, c'est aussi démocratisé dans le fait de se dire, je vais chez un thérapeute. Ouais, tu vas chez un thérapeute, quoi. Ça paraît presque normal actuellement, au jour d'aujourd'hui. Oui. En tout cas, beaucoup plus normal qu'il fut un temps. Oui. Et c'est bien, ouais. Oui, puis les personnes ont un peu plus envie qu'avant aussi d'aller, justement, quand il y a une problématique, vers le naturel, puis d'aller vraiment trouver la source du problème, plutôt que juste prendre quelque chose qui va cacher les symptômes. Et il y a quand même une tendance. Il y a une tendance, ouais. C'est pas encore ça, parce qu'après, je trouve aussi quand même que finalement, médecine allopathique, alors moi, je suis pas du tout contre, loin de là, faut pas... On peut commencer, moi je peux aider, commencer, voir ce que ça donne, mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore quand même, les gens, c'est quand même plus facile des fois quand tu as une problématique de se dire, je prends une pastille par jour et puis ça me coupe tout de suite. Moi, dans 20 minutes, je suis tranquille, que se dire, je vais devoir faire un travail de fond qui demande du temps quand même. Et puis, c'est aussi un certain coût. Oui. Voilà. C'est ça aussi qui fait que... Je pense que c'est presque dommage, parce qu'en fait, ça freine aussi peut-être certaines personnes de venir chez nous. Mmh. Voilà. Après, je ne sais pas. Après, peut-être que c'est peut-être aussi une méconnaissance de certaines thérapies ou des choses comme ça, tout simplement. Mais ça a quand même tendance à s'ouvrir et puis à venir, donc c'est bien. Oui, et puis maintenant on commence à avoir des études qui se font aussi, parce que c'est souvent ce qui est encore mis en avant quand il n'y a pas assez d'études qui viennent prouver l'efficacité de quelque chose, on va dire non mais ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que, et maintenant ces thérapies, j'ai envie de dire même cette médecine traditionnelle, parce que pour beaucoup c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps, qui commence à être un peu plus mis sur la table aussi de la recherche. Je crois qu'il y a un centre qui a été, je dis pas de bêtises, qui a été ouvert en Asie. Est-ce que c'est
je ne sais plus dans quel pays, le premier centre de recherche sur les médecines traditionnelles. Oui, j'ai vu. Ouais. Oui, et puis il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. Ouais, exactement. Ouais. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir vraiment commencer à sourcer, à justifier l'utilisation de ces pratiques qui méritent vraiment d'être un petit peu plus mises en avant, je pense. Et comme tu dis, ce que toi tu fais, c'est pas forcément une finalité, non, c'est un complément d'autres choses. Et puis parfois, ça c'est toujours important de le rappeler, parce qu'on aime bien toujours tout mettre dans des cases, mais ça peut être compatible avec le diagnostic du médecin, ça peut être compatible avec des opérations, des traitements, surtout dans le cas par exemple d'une endométriose où on a besoin du diagnostic, des fois on a besoin d'une opération. Si on change pas du tout son hygiène de vie, ça va pas forcément s'améliorer autant que ça. Tout ce que toi tu peux proposer en réflexologie qui peut venir accompagner, soulager, travailler sur d'autres plans. Donc je trouve qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir aussi beaucoup de possibilités, et quand on fait des petites combinaisons, parfois c'est magique. Oui, ça peut donner quelque chose vraiment de... Ouais, on a l'impression d'être une petite fée, petite magicienne qui arrive à sortir des choses qui sont... Somme toute, on se dit à la base, je fais juste toucher les pieds, puis en fait, waouh, ça donne quelque chose. Mais c'est vrai qu'en fait, on est vraiment là. Moi, je ne vais jamais dire à la personne, je vais vous traiter, par exemple, pour... vous êtes anxieuse, vous faites des dépressions, voilà. Je ne vais jamais dire, vous allez pouvoir enlever vos traitements. Alors ça, c'est très clair que non. Je veux dire, je vais accompagner. Maintenant, si tout à coup, il y a un mieux-être, puis que le médecin dit, voilà, on va pouvoir diminuer, mais ça sera toujours au médecin qui va diagnostiquer, qui va donner le traitement, qui va dire oui, qui va dire non. Et puis aussi, même souvent, après, il y a des pathologies, on ne peut pas travailler, ou en tout cas pas sans l'accord du médecin de toute façon. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis le médecin va dire oui ou non. Et tu as un exemple de pathologie ? Les cancers, par exemple. Ah oui. Notamment, où on sait qu'on peut faire quelque chose contre tout ce qui est les effets secondaires, même aider, parce qu'on va réoxygéner le corps qui va... Enfin, les cellules cancéreuses n'aiment pas l'oxygène, le trop plein d'oxygène. Par exemple, ça peut être une belle aide aussi. Maintenant, moi, si le médecin va dire c'est non, forcément que je suis d'accord avec lui, ça sera non. Mm-hmm. Après, il y a des cancers, style les cancers lymphatiques, on ne va pas les travailler dessus. C'est assez logique qu'on peut trop aller envoyer à droite à gauche, ça c'est sûr. Donc voilà, après, il y a aussi des choses qui sont logiques. Il y a des thromboses, par exemple. Les gens qui sortent de thrombose... non, on ne va pas travailler dessus, quoi. On va attendre que vraiment que tout soit complètement réglé. Et encore, il y a des gens qui ne pourront pas, quoi, parce qu'il y a trop de risques. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a quand même des risques où... il n'y en a pas des tonnes non plus, mais il y a quand même des risques. Mais après, il y a des médecins qui sont tout à fait d'accord et puis qui disent oui, pour nous, pour telle et telle chose, vous pouvez y aller. Il y a des médecins qui disent non. Peut-être aussi par méconnaissance, comme peut-être parce qu'ils estiment que non. Voilà, c'est leur choix, c'est leur droit aussi. Mais moi, je ne vais jamais aller contredire ça en disant « Ah non, mais moi, je trouve que je peux vous faire. Hein. » Ça, c'est clair que non. Tu as déjà eu des situations où tu étais en contact direct ou indirect avec un autre professionnel de santé pour une cliente, où vous donniez un peu des nouvelles, ou tu as déjà eu des collaborations un petit peu comme ça ou... Alors, non, plutôt avec des thérapeutes, avec des médecins. Enfin, oui et non. En fait, dans mon parcours professionnel, oui, parce que j'ai eu rapport avec des oncologues où j'ai demandé si je pouvais faire du drainage lymphatique, par exemple, en ayant un cancer. Et l'oncologue avec qui j'ai discuté m'a dit oui, pour moi, c'est tout à fait logique. En fait, c'est surtout qu'elle me demandait comment moi je voyais ça. Et puis, en lui parlant, elle me disait mais oui, pour moi, c'est bon. Ou des massages, ou des choses comme ça pour soulager. Parce que finalement, on a aussi besoin d'être soulager, qu'on nous prenne en charge, qu'on nous touche aussi pour lâcher un peu. Et voilà. Puis après, il y a des oncologues, c'est non complet. On ne doit pas se faire toucher. Donc voilà. Mais oui, alors j'ai eu, mais vraiment plutôt dans mon parcours personnel. Maintenant, dans un parcours professionnel, en général, les gens, quand ils viennent, moi, je leur dis, demandez à votre médecin, parlez-en, et puis si jamais il peut m'appeler, voilà, c'est... En général, ils arrivent, ils me disent oui, ou alors ils ont un papier du médecin en disant ouais, c'est en ordre, donc j'y vais. Puis c'est vrai que tant que la personne ne m'appelle pas, j'ai pas de raison d'aller lui dire non, je vous fais pas ou je vous fais quoi. C'est ça. Non, c'est vrai qu'ils ont aussi un emploi du temps bien chargé. C'est ça.
Voilà. Mais c'est important qu'il y ait cette ouverture qui se crée et puis que parfois même si c'est mais même finalement si c'est juste une ordonnance, c'est déjà une manière que le médecin a de dire valider, c'est ok, de valider voilà, ce que de tu valider fais, ce qu'on fait, puis d'encourager la cliente. Exactement. Ouais. Oui, c'est positif que ça bouge un petit peu. Mais oui. Ok, il me reste encore quelques petites questions. Vu qu'on est toujours autour du cycle menstruel, je me posais la question, déjà, est-ce qu'on peut utiliser les thérapies que tu proposes lorsqu'on est sous hormones de synthèse? Est-ce que ça a une utilité quand même? Est-ce que... Je pense qu'il n'y a pas forcément de contre-indication, mais... Enfin, peut-être avec alors, l'aromathérapie, ça, effectivement, je mettrais... on peut l'utiliser. Maintenant, je ne vais pas forcément l'utiliser. La réflexologie, il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, souvent, quand on est sous hormones de synthèse, il y a peu d'effets secondaires. Entre guillemets, la personne a peu d'effets secondaires. Après, si elle en a quelques-uns, ben oui. Après, elle va peut-être venir pour autre chose. Mais moi, si elle vient, par exemple, pour autre chose et puis que je lui demande sous quoi elle est, pour moi, c'est juste une indication aussi par rapport à son cycle ou ce genre de choses. Comment il pourrait se passer son cycle. Donc, et si elle est sous rien du tout, par exemple, ou qu'elle suit ta thérapie, la symptothermie, je vais lui demander où elle en est, tu vois, par exemple, pour voir. Parce que, en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'après, à la fin pendant les 24 heures qui suivent la fin de la séance, elle peut avoir, par exemple, beaucoup plus de glaire. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui pourrait peut-être biaiser. Intéressant à savoir, ouais. Voilà. Donc ça pourrait peut-être biaiser après son évaluation par rapport à ce qu'elle doit contrôler. Elle pourrait avoir, si elle est proche de ses règles, avoir des règles peut-être un peu plus abondantes aussi, ce qui peut aussi peut-être biaiser, par rapport. Mais c'est vraiment par rapport à ce qu'elle va contrôler, ce qu'elle va noter, ce qu'elle va valider ou bien pas, quoi. Mais autrement, si elle est sous hormones de synthèse, je sais que de toute façon, à ce niveau-là, moi, je ne vais pas pouvoir gérer quelque chose de toute façon. Mais c'est comme les gens qui viennent, qui ont des problèmes, des douleurs, qui sont sous antidouleurs. C'est difficile, je dois passer par-dessus le médicament. Donc, en fait, oui, c'est faisable. Maintenant, le résultat, il ne sera pas autant bien qu'escompté, c'est tout, quoi. Alors, si elle vient pour un truc spécifique, des maux de tête, et ça, il n'y aura pas de problème. Si elle vient pour des douleurs de dos, il n'y aura pas de problème. Si elle vient pour un problème de cycle et puis qu'elle est sous hormones, je ne peux pas faire grand-chose pour elle. Là, je le renvoie chez un gynécologue en disant il y a peut-être un problème avec votre traitement, puis il faudrait peut-être aller contrôler. Oui, parfois, il faut changer. Il faut changer, voilà. Ou si elle vient me dire moi, j'ai l'impression de prendre du poids ou des trucs comme ça, ou j'ai des sautes d'humeur, je dis ça, il faut peut-être aller contrôler sur ce que vous prenez, mais pas... Voilà. Je ne peux pas faire vraiment grand-chose, quoi, là. Ouais. Ok. Et si on reste sur le côté hormones, je remarque quand même de plus en plus de personnes qui veulent arrêter leur contraception hormonale. Donc, est-ce que justement, on peut utiliser aussi la réflexologie et l'aromathérapie pour accompagner le post-hormone? Je me dis peut-être au niveau justement du système endocrinien, du drainage, on peut drainer ses hormones, j'imagine. Alors oui, on peut. Oui, bien sûr, tout ce qui est accompagnement, parce que de nouveau, ça va être des répercussions d'un arrêt, donc il y aura certaines problématiques ou pas. Mais s'il y en a, on peut faire de l'accompagnement. Donc oui, ça, alors il y a aucun souci. Maintenant, de nouveau, c'est en fonction de ce qu'on va discuter avec la personne, ce qui est... de toute façon, le dialogue, c'est quand même... pour moi, c'est la base de mon travail, de toute façon. Alors, c'est en fonction de ce qu'elle va nous dire, c'est ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a peur d'avoir peut-être aussi. Parce que des fois, avant d'arrêter, c'est ce qu'ils ont peur d'avoir. Donc, on peut expliquer, savoir pour telle ou telle chose, on va dire on peut vous accompagner comme ça ou bien de telle manière ou de telle manière. Et puis, oui, en accompagnement sans problème, ouais. Oui, puis j'imagine que par le questionnement, tu peux aussi savoir si cette personne, elle avait des antécédents avant de prendre sa contraception hormonale qui pourraient potentiellement avoir de nouveau les mêmes conséquences qu'avant. Ça, c'est alors les antécédents familiaux aussi. C'est ce qu'on demande. Alors, ouais, c'est une des questions que je demande. C'est ce qui s'est passé avant. Puis aussi, s'il y a des antécédents familiaux, justement. Parce que ça peut être quelque chose qui se reproduit chez cette personne, de sa maman, de sa grand-mère et ça. Puis qu'on va essayer... de réguler et puis de calmer. Ou en fait, ce que je vais essayer de faire comprendre au corps, c'est qu'il n'est pas obligé de
réagir toujours la même chose ou surréagir aussi. Il peut aussi, lui, se réguler tout à fait. Ce qu'il fait normalement, quand il est bien, c'est ce qu'il fait normalement. Des fois, il faut juste lui apporter une petite aide et puis lui expliquer que tu peux le faire. Donc, voilà. Donc, vas-y. Et je te pose aussi la question, parce qu'on en a discuté dernièrement, je sais que ça, c'est une problématique qui touche beaucoup de femmes et qui est souvent un petit peu ennuyeuse, c'est l'acné. Et de ce que tu m'avais dit, il y a en aromathérapie, il y a des petites huiles qui peuvent. Il y a des huiles, la lavande par exemple. La lavande, tu peux faire des biphases avec de l'hydrolat de lavande et puis l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle permet de réguler le sébum aussi. Donc justement, plus. Alors si c'est des biphases, c'est ensemble, tu sais, moite en gros à peu près. Et puis tu peux appliquer, nettoyer. Après, des fois, si tu as vraiment des boutons un peu plus importants, tu peux mettre un tout petit peu de tea tree aussi, ou dans ta crème de jour, de nuit, tu vois, tu peux aussi, ça peut aider aussi. Après, bien sûr que l'acné hormonal, c'est une chose, donc on peut travailler en réflexologie, de nouveau pour stabiliser certaines choses qui peuvent provoquer l'acné. Et puis après, ça peut être aussi l'alimentation, justement. Donc là, peut-être envoyer chez une nutritionniste pour voir aussi au niveau alimentation. Alors moi, je vais demander aussi dans le digestif, par exemple, voilà, comment tu manges, si tu remarques qu'il y a des choses qui font plus d'effet ou moins d'effet, ça. Puis après, alors il y a 2-3 trucs, bien sûr, que je vais pouvoir donner, mais après, je peux aussi envoyer en disant, là, il y a peut-être un petit problème, un petit souci, il va peut-être aller plus loin aussi, parce qu'elle a l'air de manger très correctement et tout, mais il faut savoir, quoi. Oui, puis avec la réflexologie, tu pourras y travailler sur le foie. Des fois, c'est aussi le problème, le foie qui est un petit peu trop encrassé. Voilà. Ok, super. Je pense que ça intéressera beaucoup de femmes de savoir qu'il y a des petites huiles qui peuvent un petit peu soulager ces problèmes d'acné. Pour terminer gentiment, est-ce que ces deux pratiques que tu as, est-ce qu'elles ont contribué à changer la vision que tu avais de ton cycle ? Est-ce que tu sens que ça te permet peut-être aujourd'hui autour de toi, vers des femmes qui sont encore menstruées, est-ce que ça te permet de les conseiller ou de les guider différemment ? Tu as l'impression que ça nourrit un peu cette vision de ton cycle ? Alors moi, la vision de mon cycle, je dois dire honnêtement, c'est que quand moi je suis arrivée, j'ai été en fait formée en réflexologie et en aromathérapie et en massage et drainage et tout ça. En fait, j'ai déjà ménopausée, quoi. Donc, moi, ça a été un peu plus rapide que prévu. Donc, voilà. Alors, mais par contre, entre guillemets, j'ai quand même vu notamment sur ma fille, où de temps en temps, je travaillais sur ses problèmes, où il y a un impact quand même. Et puis, mais même, en fait, je veux dire, c'est des problématiques que j'ai quand même vécues. Donc, forcément que... Voilà, tu connais les problématiques. Quand ça te parle, quand les gens te disent, tu dis ah oui, je connais tellement bien, oui, il a prouvé ça. Et effectivement, on peut les amener tranquillement à ce genre de thérapie qui peuvent les aider. Et oui, ça aide. Après, de nouveau, il y a des gens, ça fera peut-être pas d'effet parce que au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas moi qui peut les aider. Il faut peut-être qu'elles se tournent vers d'autres personnes. Et puis il y a des gens, ça marche vraiment très très bien. Et puis c'est gratifiant de voir que finalement, tu as pu aider quelqu'un et puis l'amener à avoir quelque chose une vie un peu plus sympathique que d'avoir toujours des problématiques qui te tombent chaque mois sur la tête, quoi. Oui, bien sûr. Pour terminer, est-ce que tu aimerais rajouter encore quelque chose, des petits conseils ou des choses qui te viennent là ? Tu as fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Non, après on pourrait en parler encore pendant 10 ans. Mais après, c'est sûr que si... Voilà, mais c'est de nouveau, dès que tu es un peu passionné par un sujet, on peut en parler. Oui. Si jamais les gens peuvent venir te voir, voilà, si tu as envie d'en savoir plus. Ok, super. Donc ma toute dernière question, la question un peu signature de ce podcast, ça signifie quoi pour toi bien vivre sa cyclicité au quotidien ? Je pense que c'est... Alors moi, je pense que c'est accepter les changements de ton corps et puis respecter ça parce que finalement, ça a une utilité quand même. Et ouais, c'est vraiment accepter puis respecter ton corps au maximum. Voilà. Belle conclusion. Alors, je te remercie pour ta participation. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.